Oui. Monsieur Jean-Pierre Fabre, dites-nous, l'ANC participe ou bien a eu à participer au dialogue, au cadre de concertation nationale et avec certains autres partis. D'autres y ont refusé de participer, d'autres sont venus, ils sont repartis. Et aujourd'hui, les faits sont là. L'ANC a claqué la porte bien avant les conclusions. D'aucuns vous accusent d'être parti la veille et que vous avez tout discuté et que c'est juste un effet de publicité. C'est la raison pour laquelle vous êtes parti. Et d'aucuns disent que vous avez demandé certaines choses sur lesquelles nous allons revenir toujours. Soyez sûr, nous allons vous poser ces questions-là. Mais là, actuellement, la question est de savoir, et cette question, il y a un autre auditeur qui l'a aussi posé. Il s'agit de M. Elon Mokwe, qui est en France, qui demande à savoir quelles sont exactement les revendications que l'ANC a posées sur la table du Sénat. Quels en sont les points qui ont été retenus? Quels sont les points qui n'ont pas été retenus? Et où est-ce que nous en sommes, concrètement? Bien. Je ne vais pas vous dire, on a posé, je sais qu'on a posé, on a un tableau d'une trentaine de sujets que nous avons demandé, présentés aux discussions qui s'appellent Concertation nationale des acteurs politiques, CNAP. Bon, nous sommes dans un pays où, quand vous tournez à droite, on vous dit pourquoi vous avez tourné à droite. Il fallait tourner à gauche. Quand vous tournez à gauche, il y a des gens qui sont tapis quelque part et qui vous disent vous aurez dû faire le contraire. C'est pour ça que nous avons nos positions. Nous disons nous avons nos positions que nous défendons. D'ailleurs, je vais expliquer, quand nous disons nous c'est nous, je vais l'expliquer après, mais bon, ça veut dire nous avons une identité que nous assumons. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est ni de l'arrogance, ni quoi que ce soit. C'est chacun assume son identité et nous assumons la nôtre. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut jamais travestir les propos des gens. Bien, nous nous sommes présentés à cette concertation. Vous allez me laisser un peu de temps. Oui, allez-y. Vous avez tout le temps, M. Fabre. D'accord. Pendant plusieurs années, nous avons écrit au chef de l'État pour réclamer des discussions. Pour deux choses. Des discussions pour assainir le cadre électoral et pour régler les questions d'apaisement politique. Deux choses. J'ai écrit le 13 janvier 2016. J'ai écrit au chef de l'État, comme j'ai de la suite dans les idées, j'ai écrit le 13 janvier 2017, un an. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai écrit ensuite, après le Conseil national, investi par le Conseil national d'octobre dernier, j'ai écrit encore au chef de l'État. Donc, quand nous sommes informés, quand le gouvernement prend contact pour dire j'ai l'intention d'organiser des discussions, nous n'allons pas dire non, on refuse. Non. Nous allons y prendre part pour dire ce que nous souhaitons. Les deux choses, c'est l'assainissement du cadre électoral pour que le Togo ait désormais un cadre électoral digne de ce nom qui garantisse des élections libres, équitables, transparentes, démocratiques. Ensuite, nous parlerons des sujets d'apaisement politique. Donc, nous nous sommes présentés, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons présenté un document, un mémo d'une trentaine de points divisés
Donc, en deux parties, les questions d'assainissement du cadre électoral et les questions d'apaisement de la situation sociopolitique. Il se fait que, chemin faisant, nous avons la nette impression que le pouvoir procède par saupoudrage ou par replâtrage, mais que le pouvoir n'essaye pas d'aller en profondeur des questions discutées pour résoudre définitivement ces problèmes. Vous savez, j'ai entendu dire il y a 50 points d'avancée. Vous pouvez avoir 1000 points d'avancée. Si c'est du saupoudrage, vous n'avez rien fait. Nous n'avons pas participé pour entériner du saupoudrage. Nous ne sommes pas là pour accompagner. Nous ne sommes pas là pour servir de faire valoir dans une opération de saupoudrage ou de replâtrage. Donc, si nous avons constaté cela, nous le faisons savoir dès le début. Les rapports que nous faisaient nos représentants à la CNAP nous manifestaient cela. Et donc, à un moment donné, nous avons écrit. Vous voyez, j'ai entendu, on a dit, le ministre Boupessi a dit qu'on est parti la veille pour faire un coup politique. Eh bien, je vais vous montrer. Vous voyez, la première lettre date du 27 mai. Oui. 27 mai 2020. La deuxième du 16 juin. Ensuite, nous avons fait une conférence de presse. Nous avons fait une conférence de presse le 30 juin. Et puis, nous avons écrit une lettre le 12 juillet pour annoncer la suspension de notre participation jusqu'à ce que le pouvoir examine de manière positive les préoccupations que nous lui avons exprimées. Entre le 27 mai, suivez-moi, hein, oui, allez-y. Et la date de la remise de notre lettre, il s'est passé 6 semaines. 6 semaines. Donc, 3 lettres, une conférence de presse, une rencontre avec le ministre. J'étais avec un des représentants de l'ANC à la CNAP. Le ministre avait été avec quelqu'un qui l'a présenté comme étant son chef de cabinet. Et nous avons passé en revue nos préoccupations. Les préoccupations, je dis, les questions fondamentales. Parce que M. Lhomme dit qu'on présente un tableau, ça se fera après. Mais là, moi, je suis dans une émission, je dis qu'il y a des questions fondamentales. Par exemple, donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Un exemple, s'il vous plaît. Eh bien, j'allais vous en donner 5. Ok, allez-y. Vous me pressez. Non, allez-y. Alors, je retire la question, alors. Allez-y, alors. D'accord. Donc, les questions que nous jugeons fondamentales, parce que ayant fait l'objet de recommandations, de missions d'observation électorale de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie, du PNUD, etc. Ces questions-là, nous les avons reposées. Parce qu'elles participent pour nous à la transparence et à l'équité des élections. Je vais vous donner, il y a à côté du fichier électoral. Vous savez, dans la première discussion que j'ai eue, le premier contact avec le ministre,
je lui ai dit que ça serait une bonne chose, que cette discussion ait lieu, surtout qu'il va falloir refaire le fichier électoral. Il m'a dit jamais. Le fichier est le meilleur de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest. On n'y touche pas. Il y a d'autres questions si vous voulez, mais le fichier jamais. Et je lui ai répondu ceci. Dans ces conditions, vous gardez vos discussions. Nous n'y participerons pas. Parce que le fichier est truffé de double inscription, triple inscription, des choses comme ça. Si vous ne voulez pas y toucher, eh bien, nous ne voyons pas la nécessité de ne pas prendre part à cette discussion. Après, il m'a dit, bon, le chef de l'État à qui il a rendu compte a dit qu'on le fera le fichier. Mais je vais vous dire, il ne sert à rien d'avoir un fichier si le jour du scrutin, on dit fichier inscription biométrique intégrale. Le fichier donc établi comme ça, il y a ce qu'on appelle la deuxième vérification le jour du scrutin. Et la deuxième vérification le jour du scrutin se fait sur le porteur de la carte d'électeur. Il vient à l'entrée du bureau de vote, il présente sa carte et il appose son pouce sur un dispositif qui ressemble à une tablette ou à un portable. Il met son pouce là-dessus et toutes les informations portées sur la carte apparaissent sur le dispositif. Et là, on vérifie que le porteur de la carte est celui qui vient voter. Or, ça a été refusé lors des discussions. On ne le fait pas. Tous les pays voisins l'ont adopté. Le Nigeria, qui a des centaines de millions d'électeurs, l'a adopté. Le Ghana utilise la Côte d'Ivoire, le Bénin. Et donc, le Togo, avec, je ne sais même plus, 6 millions, combien, 3 millions d'électeurs refusent d'utiliser ce dispositif parce que avec ça, on va empêcher les fraudes, les votes par plusieurs électeurs non inscrits. Donc, quand je lui ai dit ça, la dernière fois, je l'ai rencontré, quand je parle du ministre, je lui ai dit ça, il a dit, il a tourné en rond, il refusait pendant une dizaine de minutes pour finir par m'avouer que ça va coûter trop cher. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, vous m'auriez dit ça depuis qu'on a commencé cette discussion-là. Vous auriez dit que ça va coûter cher. Trop cher, je vous aurais répondu, la transparence n'a pas de prix. La démocratie n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas organiser l'opacité pour nous demander d'accepter au motif que la transparence coûte trop cher. Ou vous voulez des élections et elles sont transparentes, équitables et démocratiques, ou vous ne voulez pas d'élections. Donc, la biométrie intégrale, la double vérification a été rejetée. Pour nous, c'est fondamental. Bien, l'authentification du bulletin, elle a été rejetée, puis acceptée, atténuée par, ils appellent ça l'hologramme, et on a dit, en cas de difficulté, c'est l'hologramme qui prévaut. Parce que nous disons, l'authentification par signature. Pourquoi nous demandons cela? À chaque élection, la veille, le jour du scrutin, apparaît en ville des bulletins, des milliers de bulletins, apparaissent des milliers de bulletins prévotés, RPT unir. Tout à fait. Et donc, pour cela, pour empêcher cela, c'est très simple. Il faut désigner, avant le vote, le jour du scrutin, 2 personnes tirées au sort qui signent derrière le bulletin. Donc, ceux qui amènent des bulletins dans leur slip, ils ne peuvent plus le sortir parce que les bulletins ne porteront pas les signatures des personnes désignées séance tenante. Ouais.
Et donc, ils disent, bon, on accepte, mais en cas de difficulté, c'est l'hologramme. Ils vont organiser la difficulté pour dire que c'est l'hologramme. Oui. Que eux-mêmes commandent. Donc, ils ont les hologrammes et c'est l'hologramme qui va prévaloir. Nous disons non. Ensuite, il y a ce que nous appelons les votes spéciaux. Les votes spéciaux, c'est les votes par procuration, les votes par anticipation, les votes des forces de l'ordre 72 heures avant le scrutin. C'est de la fraude organisée. Je vous le dis, j'ai déjà vu ces bulletins incendiés après le vote à la cour de la préfecture du Golfe. J'ai vu ça. Nous avons organisé une conférence de presse. Bien sûr, j'ai déjà vu ça. Les militaires ont voté et le soir, ils ont brûlé parce que les votes, ils les ont vus, ne leur étaient pas favorables. C'est de la fraude organisée. Ça n'existe qu'en Afrique. Les Africains ont organisé quelque chose pour frauder. Est-ce qu'en France, les militaires votent avant? Non. Pourtant, les militaires sont des citoyens qui votent. Oui. Et toutes les missions d'observation électorale ou d'évaluation électorale de l'Union européenne, etc., on donnait comme recommandation, il faut supprimer les votes spéciaux. Les votes spéciaux parce que c'est un déni de fraude. Ils ont ces recommandations-là. Il y a un point fondamental qui est le découpage électoral. Il ne figure même pas, alors qu'il figure dans le mémo que nous avons remis, il ne figure même plus à l'ordre du jour des discussions. Moi, lorsque j'ai rencontré le ministre, le 1er juillet dernier, dans son bureau, accompagné de M. Atanji, je lui ai dit, les fausses raisons que vous donnez pour avoir un découpage électoral unique ne sont plus valables si vous dites que vous organisez les élections locales. Et les élections locales, c'est-à-dire les élections pour désigner les sénateurs. À partir de ce moment-là, un nouveau découpage doit avoir lieu. Un Togolais, selon l'article 5 de la Constitution, est égal à un autre Togolais. Il n'y a pas de raison pour laquelle on peut élire un Togolais quelque part dans une zone considérée comme favorable au pouvoir avec très peu. On peut élire un député avec pas un grand nombre d'électeurs, et puis dans les zones considérées par le pouvoir comme favorables à l'opposition, on élit un député avec 2 fois, 3 fois plus de voix. Ça n'est pas normal. On doit revoir le découpage électoral. Mais je vous dis, ce sont des positions que nous sommes seuls à défendre depuis des années. Et nous disons, et quand je lui ai dit ça, dit au ministre la dernière fois, il me dit, il ne faut pas dire ces choses-là, parce que les députés qui sont élus dans la SOLI ne comprennent pas que vous disiez ces choses-là. Et je lui ai dit, faites attention, parce que les députés de l'ANC élus dans la SOLI ou dans le Tchaoudjo ne raisonnent pas ethnique, ils raisonnent togolais. Ils comprennent très bien ce que nous disons. Mais ce sujet n'est même pas à l'ordre du jour des discussions. Nous l'avons inscrit dans nos mots. Donc, vous voyez, bon, il y a la question de la composition de la CENI. Mais on dit que nous voulons ceci, nous voulons cela. Nous en sommes tenus à ce que nous a dit le président Alpha Condé à Conakry. Je ne me souviens plus en quelle année, en novembre 2018. Qu'ils se sont entendus avec le président du Ghana pour que ça soit 8 plus 8 plus 1. Le 1, 8 de l'opposition, 8 du parti au pouvoir, du pouvoir en place, et 1
il a dit le président qui sera un étranger. Je lui ai dit, il m'a dit, le président Alpha Condé ne leur a jamais dit ça à eux. Bien. Donc, est-ce que ce que nous disons là, c'est quelque chose d'extraordinaire? Nous disons la double vérification. Il faut empêcher la fraude au fichier électoral par la double vérification. L'inscription biométrique, elle ne consiste pas simplement à inscrire des gens. Elle consiste également à vérifier le jour du scrutin l'identité de celui qui porte la carte d'électeur par un dispositif. Vous voyez? Donc, l'authentification, les votes spéciaux, le découpage électoral, c'est des sujets fondamentaux pour vous. Vous allez participer à des élections, vous ne serez jamais en mesure de les emporter parce que vous ne discutez pas sérieusement, correctement. On vous invite à des discussions, le pouvoir en place, il se dit, en tant que, je l'ai dit au ministre, vous pensez que vous êtes au pouvoir et vous devez bénéficier de privilèges. C'est comme si on disait, Usain Bolt, il est le champion du monde du 100 mètres. À la finale du 100 mètres, d'ailleurs, lui ne doit même pas participer aux qualifications. Il est déjà qualifié pour les finales et il doit avoir 40-50 mètres sur les autres. Ce n'est pas ça. Tout le monde doit bénéficier des mêmes conditions. Voilà. Donc, nous ne sommes pas, les gens racontent n'importe quoi. Vous savez, on est devenu, c'est un pays où on attend que vous posiez des actes et puis vous posez les actes et ceux qui disent qu'ils sont de l'opposition, ils commentent vos actes et ils les commentent, ils disent n'importe quoi et puis on dira Kofi a taclé Jean-Pierre Fabre et l'ANC sur les réseaux sociaux. Et tout le monde se contente de cela. Eh bien, nous, on s'en contrefiche. Parce que nous, c'est nous. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Très clair. Ces points sont des points importants pour nous. Je suis allé jusqu'à dire, supposons que vous considériez ça comme des points qui ne sont pas, que nous faisons preuve de mauvaise foi en disant cela. Mais à partir du moment où ce sont des positions qui doivent nous rassurer, accordez-nous ça et puis battez-nous. Oui, tout à fait. Depuis longtemps, on dit la double vérification. On vérifie, ça coûte cher, demandez de l'argent. Je lui ai même dit, nous sommes un pays où les gens s'inscrivent à 75% par témoignage. Est-ce que c'est normal? Ça fait des années que les missions d'observation électorale, toutes les missions d'observation électorale disent, ça n'est pas normal que les gens viennent s'inscrire sur la liste électorale à 75% par témoignage. J'ai dit, mais organisez la délivrance des cartes d'identité. Ouais, ouais. Et financer ça. Nous avons la chance aujourd'hui. Nous ne sommes pas tenus d'organiser des élections par la Constitution avant 2 ans. On peut tout préparer. Les élections législatives qui ont une échéance constitutionnelle ou légale sont prévues pour fin 2023. 2 ans et demi. Le reste, c'est la volonté du pouvoir d'organiser des élections régionales. Nous ne sommes tenus par rien. Donc, donnons-nous le temps d'assainir le cadre électoral sérieusement. Et puis, on verra le reste. Les autres questions, bon, il y a le fait qu'il y a des gens qui sont en prison. Moi, je suis inculpé depuis 8 ans. Inculpé depuis 8 ans.
Je n'en parle pas parce que je m'en fiche. Bon, il ne m'impressionne pas, on ne m'intimide pas avec une épée de Damoclès suspendue sur ma tête. Si vous faites ça, moi je dis ce que j'ai envie de dire. Et donc, mais cela n'est pas normal que des gens soient inculpés depuis 8 ans, sous contrôle judiciaire depuis 8 ans, et qu'on ne leur dise rien. Je me souviens que la lettre pastorale de la conférence des évêques du Togo du 27 avril 2016 indiquait, je cite, « Si vous ne pouvez pas les juger, libérez-les. » Pendant ce temps, les nôtres, mes collègues de l'ANC étaient en prison. Ils ont passé 5 ans. Ils ont été libérés sans jugement. Et en 2018, ça fait 3 ans. Et depuis 3 ans, ils sont sous contrôle judiciaire. Moi, mon contrôle judiciaire n'a été enlevé n'a été levé en 2018. Parce que j'ai dit, si vous n'enlevez pas mon contrôle judiciaire, je ne participe pas aux discussions. Et c'est le président du Ghana qui m'a téléphoné un soir pour dire, votre contrôle judiciaire a été levé. Mais moi, je bénéficie peut-être d'un privilège, mais mes collègues. Donc, ces choses, j'ai dit au ministre, il y a des gens qui sont en prison, des gens du PNP, des gens qui ne sont même pas, des gens qui ne sont pas mes amis. Mais vous les avez mis en prison. J'estime à tort. Libérez-les. Ça va apaiser la situation politique du pays. Voilà les 2 points. Assainissement et situation politique. Situation politique, je vous ai donné 5 points. Pour nous, c'est fondamental. Les autres, on peut les appeler des avancées. Bon, ce sont c'est du saupoudrage. Ça ne... Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour moi et pour nous à l'ANC, ça ne remet pas en cause le dispositif de fraude du pouvoir. Ce qu'on appelle les avancées, le saupoudrage, le replâtrage. Le pouvoir sait très bien que cela ne remet pas en cause le dispositif de fraude. Voilà. Tout à fait clair. Merci, M. Jean-Pierre Fabre. Vous avez vraiment pris le temps de nous expliquer réellement vos points par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est passé au niveau de la SNAP. Mais nous avons... Attendez, j'oubliais quelque chose. Oui. Parce que j'ai pris avec moi le communiqué du... Allez-y, monsieur Fabre. Le communiqué rendu public le jour où nous tenions notre conférence de presse. Oui. Le secrétaire général ou exécutif du RPT UNIR, Acholi, il a dit: il est préoccupant de noter qu'un parti politique associé aux discussions politiques dès la mise sur pied de la CNAP opte depuis plusieurs semaines pour une politique de la chaise vide, dont les effets blablabla. Bla. Après, le ministre dit que nous avons quitté la veille. Ça veut dire qu'on a participé aux discussions jusque la veille. Est-ce que nous, on savait, puisqu'on ne participait plus aux discussions, selon le communiqué, depuis plusieurs semaines, comment on savait que c'était la veille? C'était la fin des discussions pour partir et qu'on voulait faire un coup politique. Non. Ces gens-là, ils ont la force, ils ont la violence, ils ont la corruption et ils font ce qu'ils veulent. Avant, ils étaient seuls à mentir. Maintenant, ils ne sont plus seuls. Malheureusement. Oui. Le communiqué est clair. Hein? On y comprend tout. Alors, M. Fabre, d'où vient cette histoire de... Ou bien, je vais vous poser la question comme celle-ci. Hein? Avez-vous demandé
a ramené le plafond de l'âge de présentation aux élections présidentielles ou bien aux élections au Togo à 85 ans. Vous savez, il paraît également que vous avez attendu jusqu'à la fin pour claquer les portes à cause des perdièmes qui sont payés. Les gens sont allés jusqu'à dire que vous percevez 200 000 francs par séance, je ne sais pas, et que c'est à cause des perdièmes, pour racler les perdièmes, vous êtes resté. Et c'est à la fin, pour faire un bluff de médias, voilà, vous êtes parti, voilà. Et que après vous demandez, voilà, à avoir 85 ans comme plafond d'âge. C'est pathétique, lamentable. Je me souviens, lorsque la CNAP a commencé ses travaux, au sein d'un groupe qu'on appelle le CAC, le comité d'appui à la concertation. Notre représentant à ce comité nous a dit que le ministre a proposé des perdièmes et que tout le monde a refusé. Au motif qu'il faut éviter tout ce qui va se dire après et que personne n'a accepté les perdièmes. Donc, moi, je n'ai pas, lorsque cette rumeur-là circule, que c'est à cause des perdièmes, il y a des gens qui sont ignobles et qui pensent que tout le monde est comme eux. Il y a des gens qui manquent de dignité. Il y a des gens qui manquent de dignité et qui pensent que tout le monde est comme eux. Je vous le répète, pour que tout le monde comprenne. Il y a des gens qui manquent de dignité. Ils pensent que tout le monde est comme eux. Moi, je n'ai pas interrogé après pour savoir avez-vous touché des perdièmes ou n'avez-vous pas touché. Nous sommes un parti. Nous nous réunissons régulièrement pour discuter, pour débattre. Et les débats sont très vifs. Mais je n'ai jamais entendu parler de ces histoires de perdièmes jusqu'à ce que des gens qui ne craignent rien. Parce que j'ai entendu dire que celui qui dit ça, c'est la même personne qui, il y a quelques années, a annoncé sur les médias la mort du général Sangaré. Il a affirmé avoir présenté les condoléances à sa femme. Moi, lorsqu'on m'a dit ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné à des amis à Bamako, qui sont des amis du général Sangaré, et je leur ai posé la question, est-ce que c'est vrai que votre ami est décédé? Ils ont dit jamais, c'est une blague. Et c'est cette même personne qui vient parler de ceci. On n'a pas 85 ans. Est-ce que ça ne veut rien dire? Il y a des gens qui ne craignent rien. Moi, la même personne a dit que j'ai négocié le recrutement de ma fille à la BOP. La même personne a dit que j'ai passé le bac 3 fois. La même personne. J'ai passé le bac 3 fois. Et alors? Je voudrais d'abord dire ceci. Et alors? J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont passé le bac 2 fois, 3 fois, 4 fois et qui l'ont réussi. J'ai beaucoup d'admiration pour leur persévérance. J'ai beaucoup d'admiration pour leur courage. J'ai de l'admiration pour ces personnes. Et donc, il n'y a aucune honte à avoir passé le bac 3 fois. Malheureusement, pour cette personne qui ne craint rien, j'ai passé 3 ans au collège Saint-Joseph, seconde, première, terminale. J'ai eu mon bac. Après, malheureusement, pour cette personne, la même année, beaucoup de mes collègues sont toujours
de mes camarades de classe sont toujours vivants. Tout le monde peut se renseigner auprès d'eux. Et même les archives du Collège Saint-Joseph peuvent l'attester. Donc, écoutez, nous perdons beaucoup de temps au Togo pour quelque chose. Il y a des gens qui mentent régulièrement. Et les propos de ces personnes qui ne craignent rien sont véhiculés pour affaiblir des gens sérieux comme nous. Et vous savez, la même personne a dit qu'elle m'a introduit plutôt auprès du président de l'Assemblée de l'Union européenne, M. Martin Schulz. Eh bien, j'ai été introduit auprès de M. Martin Schulz par deux Togolais. Un qui est l'ami personnel de Martin Schulz, qui s'appelle Max Kohn, et le deux, qui est l'ami personnel de Martin Schulz, qui travaille avec lui à la mairie de Aachen, en Allemagne. Et le deuxième s'appelle Mathieu Agbotoun. L'autre qui dit qu'il m'a introduit, il ne m'a introduit nulle part. Bien, si vous voulez que je vous donne des précisions sur cette visite, je vais lui dire, mais ça ne sera pas très bien pour cette personne. Donc, vous savez, personne n'a parlé de 85 ans. J'ai demandé, et M. Patrick Lawson, qui nous représente là-bas, il a dit, quand on y était, le sujet n'a même pas été abordé. Oui. Donc, vous voyez. Donc, c'est des gens justes sont venus à la télévision pour inventer des choses, pour... Je ne comprends pas, M. Fabre. Donc, un monsieur vient à la télé, il raconte sa vie, il ne fait que dire des choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire? Oui, je viens de vous le dire, non? Malheureusement, ça marche. Malheureusement, ça marche. Traître, Judas, corrompu, il reste insupportable qui maltraitait tous les autres. Ça a été dit. Ça a été dit par quelqu'un qui porte une soutane et qui se proclame homme de Dieu. Et ça a été dit. Donc, à partir du moment où cette, je ne veux même pas l'appeler stratégie, cette manière de fonctionner est portée par un prélat, eh bien, ça prospère. Ça prospère. Malheureusement, un prélat est un homme. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a un tel désordre que il faut que les Togolais se disent, Dieu nous a dotés quand même d'un minimum d'intelligence. Faisons fonctionner notre intelligence quand nous entendons des choses. Quand nous sommes allés à Sète rencontrer le président Alassane Ouattara, et qu'après, le président Alassane Ouattara a remis de l'argent, et qu'après on dit, Fabre a pris 30 millions. Est-ce que Fabre était seul? Pourquoi Alassane Ouattara n'a pas invité Fabre tout seul pour lui remettre l'argent? Pourquoi il attend parmi une délégation de 7 personnes et personne ne dit rien, tout le monde croit et on avance. Et ça, ce n'est pas le prélat qui l'a dit. C'est un collègue qui était là et qui a bien vu que Fabre n'est pas parti avec l'argent. Mais aujourd'hui, les femmes du marché, l'opinion, tout le monde raconte que Fabre n'est qu'un voleur. Je vous assure, je vous rassure. C'est dommage, hein? C'est dommage, mais c'est ça aujourd'hui la situation sociopolitique de notre cher pays. Mais nous allons y revenir et nous avons compris totalement votre réponse. Elle est claire et très limpide. Alors, nous allons vous poser quelques questions qui nous sont
arrivées par messagerie, c'est-à-dire sur WhatsApp, que les téléspectateurs nous ont envoyées. Et nous allons vous poser quelques questions avant de revenir sur notre question de la fin.